Bonjour, chers amis. Je vous propose un 8e entretien dont le titre est « Connaître son âme ». Une grande question qui entre donc dans la session « Dialogue sur la jeunesse de l'esprit ». Et ce 8e entretien fait suite au premier Socrate, au second Platon, au troisième Aristote, au quatrième sur la subjectivité moderne, au cinquième sur un retour au réalisme, au sixième sur l'homme être vivant et au septième sur la finalité de l'esprit humain. Donc cette fois-ci, nous abordons la question de l'âme. L'âme humaine existe-t-elle ? Le chien ou le chat a-t-il une âme ? Si elle existe, y a-t-il en l'âme différents niveaux ? L'âme, si elle existe, est-elle éternelle, immortelle ou disparaît-elle avec le corps ? Qu'est-ce que l'âme ? Le philosophe peut-il parler de l'âme qui semble réservée au regard du prêtre dans la religion ? Dans toute étude philosophique, il est habituel de se référer à ceux qui ont dit auparavant quelque chose sur le sujet avant d'y répondre. C'est la démarche normale en philosophie, comme en toute science. La pensée occidentale tient son origine de la philosophie grecque avec Socrate, Platon et Aristote en particulier, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Que dit Platon, disciple de Socrate, qui lui-même Socrate n'a jamais écrit ? Platon fait dialoguer un jeune avec Socrate. Mais le faux Socrate, pas le vrai Socrate. Dans le Cratyle. Socrate, veux-tu que je t'interroge sur les noms que j'aimerais à connaître ? Très volontiers. Nous disons l'âme et le corps de l'homme. Tu souhaites que nous examinions d'abord la propriété du mot âme, ensuite celle du mot corps ? Au premier coup d'œil, voici, je crois, quelle pouvait être la pensée de ceux qui ont fait le nom d'âme. Tant que l'âme habite avec le corps, elle est la cause de sa vie, le principe qui lui donne la faculté de respirer et qui le rafraîchit. Et dès que le principe rafraîchissant l'abandonne, le corps se détruit et meurt. C'est de là, à ce qu'il me semble, qu'est venu le nom de psyché. À ton avis, qu'est-ce qui conduit et voiture notre corps pour le faire vivre et marcher ? N'est-ce pas l'âme ? Oui, Socrate. Et ne crois-tu pas qu'il existe une intelligence et une âme qui ordonnent et maintient toute chose ? Eh bien, que dirons-nous du mot qui doit suivre, Socrate ? Du mot corps. Pour peu qu'on touche à sa forme actuelle, je vois à ce mot plus d'une origine. Quelques-uns appellent le corps le tombeau de l'âme, où elle serait présentement ensevelie. En outre, c'est par le corps que l'âme signifie
tout ce qu'elle veut signifier. Mais je crois que les disciples d'Orphée considèrent le nom de corps comme relatif à la peine que l'âme subit durant son séjour dans le corps en expiation de ses fautes. Ainsi, cette enceinte corporelle serait comme la prison où elle est gardée. Le corps est donc, comme son nom le porte, sans qu'il soit besoin d'y changer aucune lettre, ce qui conserve l'âme jusqu'à ce qu'elle ait acquitté sa dette. Dans la philosophie de Platon, cela signifie qu'autrefois, l'âme vivait auprès des dieux dans la contemplation. Mais l'homme a perdu sa contemplation à cause d'une chute, celle de l'âme dans un corps, devenu le tombeau de l'âme. Emprisonnée dans le corps, l'âme doit donc le quitter pour retrouver sa liberté, sa vraie vie spirituelle. N'est-ce pas le mystère de la réminiscence, celui de retrouver un état antérieur perdu? Il est intéressant de noter que Platon cite le mot psyché qui désigne l'âme et qui en français désigne le psychisme, ce qui est attaché au vécu dans la vie. Dans quelques-uns de ces dialogues, le banquet, Ménon et Phèdre, Platon affirme l'immortalité de l'âme que reprendra et exposera plus tard Plotin au IIIe siècle après Jésus-Christ dans ses Énéades. Aussi l'âme atteint sa vraie nature après un retour à son état antérieur hors de toute corruptibilité. Tel est le fil directeur de la pensée poétique de Platon. Aristote l'étudie dans son traité de l'âme. L'âme est l'entéléchie première d'un corps naturel organisé. L'entéléchie, l'entelechia, en grec, mot créé par Aristote à propos de la question de la finalité dans la relation matière et forme, désigne la capacité immanente de toute réalité à atteindre sa propre finalité, ce en vue de quoi elle est faite, ce en vue de quoi elle existe. En se référant aux catégories, livre d'Aristote, l'âme est le principe, un premier dans l'ordre de ce qui se meut par soi, dans l'ordre de la vie. Cette phrase complexe d'Aristote est analysée dans les lignes qui suivent après cette brève topique, c'est-à-dire réflexion historique, topique philosophique, que nous terminons par la pensée cartésienne suivie de la pensée marxiste. Que dit Descartes à ce sujet ? Dans son discours de la méthode, il écrit « Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de pensée. En sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme, par laquelle je suis ce que je suis. » Dans les principes de la philosophie, il ajoute que chaque substance a un attribut principal et que celui de l'âme est la pensée, comme l'extension est celui du corps.
Pour Lénine, à la suite d'Averroès, philosophe musulman du Xe siècle, ce qui est mu, ce qui appartient à l'ordre du mouvement, donc à l'univers, implique un principe propre, un premier dans l'ordre du devenir. C'est la matière. Et ce qui est étant inhérent à ce qui est mu, la matière devient le principe de ce qui est, donc de l'être. Par conséquent, tout ce qui est demeure dans la matière, sans la dépasser, d'où la dialectique matérialiste, qui est la philosophie de Marx et de Lénine. C'est l'enfermement de l'être dans le devenir, prolongement de la dialectique hegélienne, dans l'absolu de la pensée jusqu'à l'homme-dieu. Pour un marxiste, la matière est le principe de l'être. Si la matière est principe constitutif de l'être, l'être disparaît avec la matière en fin de vie. Et on ne peut plus parler de l'intelligence séparée de la matière, du fameux nous d'Aristote, ni de Dieu. D'où l'impossibilité de parler de l'âme qui de fait n'existe plus. Ainsi, pour Marx, du fait du pouvoir de la matière sur la forme, dans le devenir, en transformant la matière, l'homme transforme sa propre nature. D'où venait le culte du stakhanovisme dans l'Empire soviétique. Cela n'a-t-il pas inspiré le philosophe français Henri Bergson quand il évoquait la nécessité d'un supplément d'âme ? Toute recherche philosophique implique de saisir le lieu où une question se pose, pour la situer dans son lieu de recherche. Cela peut se trouver dans tel ou tel domaine de la philosophie, ce que le philosophe doit savoir, ou du moins chercher, soit dans l'art ou la nature, en éthique ou en politique, en philosophie du vivant ou en philosophie de l'être. Telles sont les branches principales de la philosophie. Pour cette raison, Aristote affirmait que le propre du sage est d'ordonner, c'est-à-dire de préciser la partie de la philosophie concernée pour ne pas tomber dans la confusion. Dans cette recherche, c'est donc en philosophie du vivant que la question de l'âme est étudiée. Cette remarque peut être étendue à d'autres domaines de la vie en général. Par exemple, le choix d'un bois diffère selon qu'il est fait pour bâtir une charpente ou bien réaliser un meuble. De même, pour le cheval, est-il choisi pour le monter, tirer une charrue ou bien tout simplement acheter de la viande ? Face à l'interrogation « qu'est-ce que le vivant ?», il est nécessaire d'aborder les opérations vitales, nos opérations vitales de notre vie, en se demandant d'où elles viennent, leur origine, et en vue de quoi elles existent, leur finalité. Nous observons et nous devons reconnaître qu'il y a en nous-mêmes un phénomène d'intériorité que les autres ne peuvent pas saisir, qu'ils ne voient pas de l'extérieur quand nous réfléchissons,
quand nous souffrons en silence, par exemple. Si ce qui peut se voir de l'extérieur s'explique par le fonctionnement de notre corps organique, ce qui est intérieur à nous-mêmes, qui ne s'explique pas par le mouvement de notre corps, désigne le psychisme, d'où son étymologie grecque psyché, âme. Nous en avons d'ailleurs plus ou moins conscience, en référence au conscient ou bien même à l'inconscient. Qu'est-ce que le psychisme en nous? D'où vient-il? De plus, n'y a-t-il pas un amour de soi dont nous avons conscience? Cette autolucidité, cette conscience de soi-même, cet amour de soi ne se réduit pas seulement aux activités de notre corps. Nous pouvons discerner ce qui est de l'ordre du sensible et ce qui ne l'est pas, ce qui est séparé du sensible, mais qui fait partie de nous-mêmes. Au-delà de la connaissance sensible, au-delà du visible, il y a un invisible en nous dont nous sommes conscients, qui unit toutes nos opérations et qui en est la source. Cela rappelle le moi cartésien, mais qui est moi parce qu'il est immanent à ma vie. C'est ce que l'on appelle l'âme, la psyché, employée en philosophie depuis Platon, la philosophie de l'âme. L'âme est la source cachée de nos opérations vitales, de notre vie humaine, dont elle fait l'unité dans la complexité. La complexité provenant de la multiplicité issue de la matière, l'âme fait l'unité dans la diversité des opérations de notre vie. Dans la complexité de notre corps et de notre esprit. Nous ne savons pas ce qu'est l'âme, mais elle nous paraît distincte du corps tout en étant dans le corps. Pour comprendre ce qu'est l'âme, il est nécessaire de revenir à nos diverses opérations. La respiration, la nutrition, la sensation, les passions, la pensée, la volonté ou l'intelligence. En les interrogeant, en les analysant, pour chercher à comprendre cette diversité. Puis, pour en saisir l'unité, ce qui en est le fondement. Le vivant respire, se nourrit, agit, pâtit, pense, souffre, aime. Ce qui unit donc ces opérations, c'est le vivant lui-même. C'est moi-même dans mes opérations. Cette source qu'est l'âme est cachée, immanente en moi, en vous. Elle informe le corps parce que nous sommes un dans nos opérations, un dans notre vie. Il existe donc en nous-mêmes une source de vie qui informe le corps, qui fait l'unité du corps et qui est cause de vie, principe de vie. En ce sens, il y a une unité substantielle entre l'âme et le corps. L'homme composé d'une âme et d'un corps est un. Il ne s'agit pas d'une union entre deux êtres ou deux choses distinctes qui existent ensemble, mais d'une unité radicale de vie et d'être.
Cette unité profonde existe de fait en nous-mêmes, en moi-même, en vous-même. Tel est l'essentiel du commentaire de la phrase d'Aristote, que je cite, « L'âme est l'entéléchie première d'un corps naturel organisé. » Le corps est donc la cause matérielle, substantielle de mon être vivant. Mon corps a une vie biologique que je peux mesurer, quantifier, tandis que mon âme ne peut pas être saisie comme un organe vivant ni mesurée. Elle peut seulement être saisie par l'intelligence dans sa recherche. Notre connaissance du vivant par l'âme est inductive. Par l'induction, qui est la saisie de l'unité au-delà de la multiplicité, de la diversité, qui est la saisie de l'effet à une cause, nous pouvons affirmer que l'intelligence dans sa nature est intus legere, son étymologie. Elle lit de l'intérieur, pénètre la réalité pour en saisir les principes et les causes fondamentales. Sans cette activité spéculative, abstractive, qui lui est propre, l'intelligence n'en reste qu'à la description, donc à ce qui est extérieur et superficiel ou apparent dans son fonctionnement. La connaissance de l'âme, si qualitative qu'elle soit, demeure imparfaite parce qu'elle est principe de vie, qu'elle échappe pour sa part existentielle à la connaissance intellectuelle, à l'intelligibilité parfaite, car l'intelligence ne peut saisir en totalité ce qui est l'être. De même, la connaissance scientifique ne peut rien dire sur l'âme qui lui échappe, contrairement à la connaissance philosophique. Elle peut toutefois en saisir des effets, mais non les causes. Par contre, la philosophie peut dire que l'âme est principe et cause de vie, ce que ne peut pas affirmer le scientifique. C'est là que la philosophie ne s'oppose pas à la science. Son statut est complémentaire, l'une et l'autre dans leur domaine respectif. Alors, pourquoi les opposer ? Elles ont chacune leur part d'analyse au niveau dont elles relèvent. Ainsi, nous pouvons en conclure connaître son âme, connaître son âme, c'est naître avec elle. Voilà pour cet entretien numéro 8, connaître son âme. Le prochain sera tourné vers des éléments d'approche philosophique entre la science et Dieu. Puis, au sommet de la philosophie, y a-t-il une sagesse ? Enfin, le dernier entretien sera la question de l'homme, de l'individu face à la personne humaine. Qu'est-ce que la personne humaine ?